Bonjour à toutes et tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Oh waouh, il y a du monde. Ok. Il y a un petit peu de monde. Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu. On va attendre 5 minutes histoire que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez dans les commentaires. J'ai vu le Finistère au tout début, je crois. Dijon, Lyon. Dijon, Lyon, Bretagne. Morbihan, Oise, encore Finistère, décidément. Île-de-France, Toulouse, Strasbourg, Reims, Avignon. Ah, c'est chez moi, c'est dans ma région, ça. Bonjour du Var. Ah, bah, je suis de Sifour-les-Plages. Enchanté. Tourcoing, bonjour le Nord. Alsace, Rouen, Marseille. Ben, je suis à Marseille, justement. Bonjour Bérangère. Les Vosges, Montpellier, Évian. Ça fait voyager, hein. Et comment tu fais pour avoir le temps de lire? Ça défile beaucoup trop vite. Ouais, il y a un petit peu de monde. On est La Réunion. Oh, 254, je crois, là. Uzès, entre Nîmes et Avignon. Bonjour le Gard. Brest, bonjour Dax. Bonjour Salon, enfin Aiguière même, précisément. Annecy, Blois. Sophia, tu me vois là actuellement? Ouais, je te vois et je t'entends. C'est parfait. Et pour présenter le support, tu as une petite flèche tout en bas qui s'appelle « Activer le partage d'écran ». Ah ouais, ok. Bonjour la Loire, bonjour Bordeaux. Putain, il y a plein de Bordelais. Et il y a pas mal de Bretons, surtout aussi, comme le dit Julie à l'instant. La Haute-Loire, bonjour la Haute-Loire, bonjour la Savoie, bonjour la Corse. La Corse, c'est le territoire dont je m'occupe aussi. Bonjour la Corse. Paris, bonjour Paris. Hop là. Toujours seul en Dordogne. Faut pas être dramatique comme ça, Cécile. Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes de Dordogne. On va les trouver. Bonjour le Canet, le soleil de la Réunion. Bonjour la Réunion, la chance. Enfin, je dis la chance ici à Marseille, franchement, ça va, on n'est pas à plaindre. Les Yvelines. Est-ce que vous nous entendez? Yes, oui, parfait. En plus, vous êtes hyper réactif, donc merci beaucoup. Ah, mais forcément, je pose une question, il y a 300 réponses en même temps. Sophia, du coup, tu fais la petite flèche juste à côté de Diaporama pour présenter, tu sais, avec tes commentaires. Ouais. Ah, c'est ça. Mode présentateur? Non, c'est pas ça. Exactement. Et là, normalement, du coup, tu as tout ce qu'il te faut sur ton écran. Tu as un deuxième écran qui s'est ouvert avec les petites notes. Absolument. Nathalie, Gwendoline, est-ce que le support sera envoyé? A priori, oui. Je crois que c'est l'info qu'on a eue. Oui, le support vous sera envoyé. Vous recevrez un mail, je crois, après la webconférence. Bonjour Camille, bonjour au suivant. On vient de passer la barre symbolique des 300. On est 310. Et on commence dans 2 minutes. Il y a pas mal de Bretons, hein. S'il y a quelqu'un qui vient de Dordogne, s'il vous plaît, profitez-en pour répondre. Dites que vous êtes là aussi, solidaire. Saint-Malo. Pas en Dordogne, Saint-Malo, je crois, mais bonjour Saint-Malo. Bergerac, ben voilà. Et à Terrasson, ben voilà, il y a plein de Dordogne. Le Lot, bonjour le Lot. Ça va, le Lot, c'est voisin. Sophia, on va pouvoir commencer? Allez, c'est parti. Super. Bah déjà, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Paul Salek, je suis responsable communication de l'ADI en Corse et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et aussi pour le département du Gard.
Et j'ai le plaisir d'animer cette petite visio avec Sophia, que je vais laisser se présenter. Et du coup, enchantée, moi c'est Sophia et je suis chargée de communication à l'ADI, du coup dans la région Île-de-France surtout. Je suis basée au siège et aujourd'hui on va vous parler de ce que c'est que le social selling et de l'importance des réseaux sociaux dans le lancement et la gestion de votre business. Et juste avant d'introduire, je vous rappelle que donc du coup on présente cette petite webconférence parce qu'on est dans le cadre d'une campagne de l'ADI. C'est une campagne d'événements gratuite, organisée 3 fois dans l'année avec chaque fois un sujet différent pour sensibiliser le plus possible déjà aux offres de l'ADI, à ce qu'on propose et plus généralement à l'entrepreneuriat populaire. Donc ici, vous êtes sur une webconférence en ligne, mais sachez qu'il y a des agences ADI et des conseillères et des conseillers et plein de bénévoles un petit peu partout en France et sur le territoire aussi, sur les Outre-mer, donc métropole Outre-mer. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite en vrai, à participer à nos ateliers gratuits pour en savoir plus, découvrir nos offres. Voilà, il y a plein de choses à découvrir aussi en vrai de vrai et vous serez toujours reçus avec évidemment le sourire et beaucoup de plaisir par nos équipes. Et si ça te va, on peut peut-être commencer. C'est parfait pour moi. Allez, c'est parti. Je te laisse faire la petite présentation de l'ADI et puis ensuite, je vais enchaîner sur le social selling. Pas de problème, mais vu que c'est toi qui présente, du coup, ça sera à toi de tourner les slides. Allez, let's go. Alors déjà, bienvenue sur cette visioconférence. On va vous parler un petit peu de l'ADI, savoir pourquoi est-ce que déjà on est là, pourquoi on existe. C'est noté sur le petit visuel que vous avez juste devant vous. L'ADI, c'est une association reconnue d'utilité publique qui a été fondée en 1989 par Maria Novak, donc pionnière du microcrédit en France. Après plusieurs voyages à l'étranger, elle s'est inspirée de ce qu'était le microcrédit pour créer cette formule-là en France. Donc, du coup, ça fait 35-36 ans maintenant qu'on existe. Et l'idée de Maria Novak, quand elle est arrivée à l'ADI, c'était de dire que tout le monde doit avoir accès à un microcrédit, tout le monde doit pouvoir devenir entrepreneur s'il le souhaite, peu importe son capital, peu importe son diplôme, etc., peu importe son lieu de résidence. Donc voilà, on a été créé pour ça, pour laisser la chance, l'opportunité à chacune et chacun de créer son entreprise et d'en vivre. Donc du coup, voilà pour l'ADI. Le son pas terrible, ça coupe. Ça coupe de quel côté, s'il vous plaît? Est-ce que ça coupe pour tout le monde ou pas, d'ailleurs? Son OK? Ça coupe pas? C'est bon? Bon, parfait. Parfait. Du coup, slide suivante, c'est parfait. Merci, Sophia. Donc, l'ADI, comme je vous le disais, c'est une association qui est composée de plusieurs agences et plusieurs permanences. On est 850 salariés et 1200 bénévoles. En réalité, c'est un petit peu plus même aujourd'hui. Et tous les petits points rouges que vous voyez sur la carte, que ce soit en métropole et en outre-mer, c'est tous les endroits où on est implanté. Donc, si vous voyez des agences pas très loin de chez vous, vous n'hésitez pas à vous y rendre, etc. Sachant qu'il y a peut-être des points qui manquent sur la carte. Donc, le mieux à faire, c'est d'aller sur adie.org, notre site internet. Et il y a une petite rubrique qui peut vous dire justement nos agences, qui s'appelle d'ailleurs nos agences, où vous pouvez découvrir les agences les plus proches de chez vous, ou tout simplement, vous prenez votre petit smartphone et vous flashez ce petit QR code qui est sur l'écran. Sophia, tu rigoles ou je rêve? Non, c'est bon. C'est parfait, on peut enchaîner. Donc, l'ADI, je vous ai parlé du microcrédit. Donc, évidemment, il y a une partie de conseil, de financement, donc c'est-à-dire pour toutes celles et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui aujourd'hui en sont empêchés. Donc, les personnes qui sont éloignées du système du crédit bancaire classique peuvent venir à l'ADI. Il y a aussi une grande partie d'accompagnement, que ce soit avant, pendant et après la création de l'entreprise pour en assurer le développement. Ou même si votre entreprise est déjà en phase de développement, vous pouvez quand même venir à l'ADI et on vous accompagnera justement pour aller un petit peu plus derrière. Et surtout plaider parce qu'on est une association solidaire, militante, reconnue d'utilité publique pour promouvoir, comme le voulait notre fondatrice, Maria Novak, le droit à l'initiative économique pour tous. Chacun doit avoir le droit d'entreprendre, ce n'est pas juste des mots. Donc, on plaide pour ça. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a un petit sujet d'actualité que vous avez vu qui concerne la TVA
pour les micro-entrepreneurs. Si vous voulez aller sur les réseaux sociaux de l'ADI pour en savoir plus, mais c'est un plaidoyer qu'on porte. Eh ben, on va passer... Pardon, ouais, vas-y. Je te laisse la suite pour la présentation des plateformes. Et si vous avez des petites questions dans le chat, posez-les. Je vais toutes les noter, on y répondra à la fin. Donc, je vous laisse avec Sophia. Et bah, du coup, on passe sur la présentation des plateformes. On va commencer avec une petite question. Vous pouvez répondre en commentaire. À votre avis, en 2024, combien de Français utilisent les réseaux sociaux en pourcentage? En pourcentage ou en nombre? Alors, je ne vois pas le chat là tout de suite, mais Paul, tu dois pouvoir le voir. Si jamais il y a une bonne réponse dans le lot. Ouais, je veille au grain. Je veille au grain. C'est pas loin, j'ai du 75%, du 70%. On peut considérer que la réponse a été donnée. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, exactement. Il y a 50,4 millions de personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux en 2024 en France et ça représente 75,7% de la population totale. Donc, c'est absolument énorme et c'est pour ça aujourd'hui qu'on axe l'importance d'être actif sur les réseaux sociaux dans notre business. En termes de chiffres, donc on a 90% des consommateurs, des utilisateurs qui attendent de la part des marques une interaction tangible sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, une présence sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui, au lieu de faire des recherches Google pour trouver une marque, vont tout simplement aller la chercher sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est un peu devenu une sorte de moteur de recherche en termes de marque. Il y a également plus de la moitié des utilisateurs, dont 57%, qui aimeraient avoir un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via ces réseaux sociaux. Par exemple, à l'ADI, nous, on reçoit énormément de messages sur tous nos canaux, donc sur Instagram, sur Facebook, même en messagerie TikTok, on reçoit beaucoup de questions de la part des clients ou des futurs clients qui vont pas forcément sur le site internet, mais souhaitent un accès un peu plus direct et donc posent directement des questions dans les messageries. Donc en plus d'être une sorte de vitrine de marque, ça devient aussi un accès en fait direct à la marque pour communiquer. Il y a également 42% des consommateurs qui attendent une réponse donc dans les 60 minutes, dans l'heure. Alors ça, en effet, en fonction du nombre de demandes et de messages, c'est pas toujours réalisable. Mais voilà, en tout cas, en termes d'attente, on est quand même sur un peu moins de la moitié des personnes qui attendent une réponse rapide. Deuxième petite question. À votre avis, en moyenne, quel temps les Français passent sur les réseaux sociaux par jour? Pareil, je vous laisse répondre dans le chat. Et Paul, si jamais tu vois une réponse qui se rapproche de la bonne réponse. 6 heures, 3 heures, 4 heures, 12 heures, qui veut n'importe 12 heures. 12 heures, ça paraît un peu beaucoup. 7 heures. C'est par jour. Combien d'heures par jour? Beaucoup trop. C'est probablement une bonne réponse. Ça dépend de l'âge. Oui, c'est vrai, c'est une moyenne. Alors, 2h30, 3 heures. Avec les GSM, beaucoup. Oui, GSM, téléphone portable, on y est. Chez les jeunes, on dépasse les 12 heures. Je n'ai pas la stat pour les jeunes, je pense que oui. 5 heures, 7 heures, 6 heures. Alors, on est sur un délai un peu moins long. Je pense qu'en effet, ça dépend beaucoup des générations et de la tranche d'âge. C'est une moyenne. Oui, là, c'est un calcul qui est fait pour une moyenne, donc ça prend toute génération confondue. On est sur 1h48, donc un peu moins de 2 heures sur les réseaux sociaux par jour. Ce n'est pas sur le téléphone, c'est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en 2024, on était sur à peu près 2 heures par jour. Un tout petit peu moins qu'en 2023, 7 minutes de moins qu'en 2023. Mais c'est une tranche horaire en fait qui a augmenté depuis le confinement, forcément. Il y a plus d'utilisation des réseaux sociaux, on passe plus de temps sur le téléphone. Donc voilà, c'est quand même 2 heures par jour où en fait on est susceptible de connaître davantage de marques, de commander sur Internet via une marque, via un réseau.
Donc voilà, c'est 2 heures d'utilisation en tant qu'entrepreneur qu'il faut prendre, quoi, dont il faut se servir. Alors, en termes de chiffres, on a donc un magnifique petit, c'est quoi, un diagramme? Une stat en bâton? Je ne sais plus comment on appelle ça. Les statistiques sur les réseaux sociaux les plus utilisés en France en 2024, donc c'est les chiffres les plus récents. Et ben, en premier, on retrouve YouTube. Alors, c'est vrai que YouTube, on n'a peut-être pas forcément tendance à le placer comme un réseau social, mais ça l'est. C'est utilisé du coup pour regarder des vidéos format plus longues, donc avec quand même un chiffre de 70%. Donc, c'est assez énorme. En deuxième position, on retrouve Facebook, un peu pionnier des réseaux. Et en troisième, on retrouve WhatsApp, qu'on ne met pas souvent non plus dans la catégorie des réseaux sociaux, mais qui en fait est qui est devenu quand même une bonne plateforme de vente et qui ne sert pas juste à communiquer avec ses proches. Et ensuite, on va retrouver Instagram avec 48% de taux d'usage, 27 millions d'utilisateurs par mois quand même. TikTok qui monte en flèche, pareil, depuis le confinement, avec 41% de taux d'usage, et je pense que les chiffres de 2025 vont être encore plus élevés. Et on retrouve donc LinkedIn en 6e position, qui est un peu plus axé sur le professionnel. Du coup, c'est un peu un autre domaine, mais avec quand même 34% de taux d'usage, soit 19,2 millions d'utilisateurs par mois. Et là, on va voir un petit peu les répartitions d'utilisateurs, de genre et de tranche d'âge par réseau. Donc, on va commencer avec LinkedIn. Donc, LinkedIn, en termes de chiffres, la répartition homme-femme est assez égale. On est à 48% de femmes et 52% d'hommes, donc c'est à peu près équivalent. Et en termes de tranche d'âge, donc la majorité des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans, ce qui correspond à peu près à un début de carrière professionnelle, l'après-études ou alors le premier changement de travail. Ensuite, vraiment pas loin, on va retrouver les 13-24 ans. Alors 13, je pense qu'on est plus sur du 18-24 en réalité, ce qui va correspondre en fait à aussi une sortie d'école, et pour certains, un début de carrière professionnelle. Et ensuite, on va retrouver les 35-54 qui sont pas loin non plus, et puis les plus 55 ans. Donc là, sur une tranche horaire, on se situe en fait entre majoritairement 13, on va dire plutôt 18, et jusqu'à 54 ans, quoi. Majorité des utilisateurs de LinkedIn. Ensuite, on va passer aux utilisateurs d'Instagram. Tout ça, en fait, ça va vous servir à cibler un peu, à définir votre cible selon les réseaux que vous allez pouvoir créer et alimenter. Donc là, on se retrouve sur Instagram avec, pareil, c'est à peu près égalitaire. On a 45% d'hommes pour 55% de femmes. Les femmes sont un petit peu plus présentes sur Instagram. Et en termes de tranche d'âge, donc on a une majorité de 13-24 ans. C'est un réseau qui est beaucoup axé sur l'image, la consommation. Alors, Instagram est un peu plus varié parce qu'en termes de contenu, on va retrouver beaucoup de quotidien. Donc, on peut mettre des photos de la vie de tous les jours. Il va y avoir beaucoup de vidéos, il va y avoir beaucoup de contenu de marque. Donc, voilà. D'où l'audience qui est un peu plus jeune. Donc, on va avoir une majorité 34% de 13-24 ans. Ensuite, c'est les 25-34 ans pardon, qui sont les plus actifs. Et puis ensuite, ça va sur du 35-44 ans. Et puis, on a une petite part, on a 11 et 12% de 45-54 ans et plus de 55 ans. Sur TikTok, qui s'impose avec les années quand même comme un réseau assez fréquemment utilisé, pareil, pour partager plusieurs sortes de contenus, de plus en plus de contenus de marque sur TikTok, beaucoup aussi de partage de quotidien. Donc, en termes de répartition hommes-femmes, pareil, on est à peu près égalitaire. On a 49% d'hommes contre 51% de femmes. Et en termes de tranche d'âge, on va retrouver, sans surprise, une catégorie un peu plus jeune, donc les 13-24 ans,
qui sont vraiment, si je vois bien, c'est 39%. Je dis pas de bêtises, Paul? Ouais, c'est ça. 39%. On va retrouver ensuite les 25-34 et puis les 35-44 ans. Voilà. Et ensuite, on a 10 et 7% de 45-54 et plus de 55 ans. Et donc, tout ça pour vous présenter un peu l'objectif et l'importance du social selling dans votre projet. Donc, le social selling, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement le fait d'utiliser les réseaux sociaux à titre professionnel. Donc, ça va vous servir sur plusieurs objectifs, trouver des prospects, obtenir des rendez-vous, se servir des réseaux pour récolter des avis qui vont être utiles pour les autres utilisateurs qui vont se renseigner sur vous, trouver des contacts et surtout se créer une image de marque. Donc, vous allez pouvoir, là, on voit la petite liste, identifier des personnalités qui peut être ma cible en tant que marque. Vous pouvez communiquer sur vos offres et sur votre marque de manière générale avec du texte, des photos, des vidéos. Se créer une crédibilité sur sa marque et selon le réseau, selon le canal, pardon, Instagram, LinkedIn, etc., se créer un réseau qu'on va venir alimenter en fait avec le temps pour avoir un cercle de plus en plus grand. Si vous avez des questions, on le rappelle, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Paul va recueillir les questions et puis on pourra y répondre en fin de webconférence. Alors, donc, le fait de prospecter sur les réseaux sociaux, il va y avoir plusieurs étapes quand on va se créer un compte. Donc, la première étape, c'est forcément se créer un compte social. Un petit conseil sur cette étape de création de compte. Créez votre compte quand vous savez que vous allez avoir le temps de poster du contenu. Si vous créez un compte en vous disant bon, bah voilà, je crée mon compte maintenant, comme ça c'est fait, et puis je viendrai l'alimenter dans 6 mois quand j'aurai un peu plus de contenu, de photos, de vidéos, quand j'aurai quelque chose à dire, c'est un compte qui va rester vide pendant 6 mois et ce n'est pas forcément utile. Créez-le au moment où vous savez que vous avez de la matière pour l'alimenter. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de trouver les bonnes personnes, donc de se créer un réseau. On va le détailler un petit peu plus tard dans la présentation, mais très important de se créer un réseau. Vous allez ensuite venir échanger des informations, donc tout type d'informations, à travers plusieurs supports, des informations de texte, des informations sur le lancement de votre marque, sur des événements qui sont liés à votre marque, sur des nouvelles offres, sur, je ne sais pas, un changement de charte graphique, sur n'importe quoi. Vous pouvez échanger des informations. Attention, il faut quand même que ce soit des informations utiles pour ne pas venir ennuyer l'audience. Et quatrième étape, tisser des liens de confiance. Donc ça, pareil, on va le détailler un peu plus tard dans la présentation. Là, on va commencer avec des exemples pour vous matérialiser un peu ces 4 étapes. Alors, donc là, on a une créatrice qui a été financée par l'ADI il y a quelques années, qui, elle, donc, a un projet qui vend en fait du maquillage. Et donc, du coup, là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est elle s'est créée, là, en particulier sur TikTok, elle a 2 comptes. Elle va avoir un compte entreprise où donc elle va donner des informations exclusivement sur sa marque, des nouvelles sorties, des nouveaux produits, des crash tests. Ce qu'on appelle crash test, c'est le fait de tester tout simplement en direct un produit sur un mannequin. Et elle va avoir un compte personnel qui, en fait, va servir plutôt dans la partie de créer un lien de confiance, à montrer son visage, ce qui déjà est un atout parce que ça permet quand on pose un visage sur une marque, il y a toujours un petit lien d'intimité, de confiance en plus qui se crée, comme une petite connexion. Et donc, ce compte-là va lui permettre de temps en temps de faire écho et appel à sa marque, mais en même temps de créer un lien de confiance avec les utilisateurs, des potentiels acheteurs de sa marque. Elle va pouvoir faire des vidéos un peu plus personnelles, un peu plus intimes et de temps en temps
montrer ses produits sans que ça soit trop promotionnel, voilà, trop publicitaire. Ensuite, en termes de constitution de réseau. Constitution de réseau, là, par exemple, on est sur LinkedIn. Comment trouver les bonnes personnes? Alors déjà, ce qui va être important de faire, et on le verra dans la slide suivante, ça va être de créer une première phase, on va dire, de cercle, de création de cercle. Et donc, ces premières connexions, cette première constitution de réseau, elle va se faire avec donc des personnes qu'on connaît, des anciens camarades de classe, des anciens collègues de travail, des amis, etc. C'est ce qui va constituer un peu le socle de votre réseau. Et ensuite, ce réseau-là, on va pouvoir l'étendre. L'étendre avec en s'abonnant à des pages qui montrent un peu vos centres d'intérêt. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, vous avez décidé de monter un projet sur une agence dans l'événementiel, vous allez vous abonner à des pages qui reflètent vos intérêts, donc des pages sur l'événementiel, des pages sur la communication, des pages un peu voilà, dans cet univers-là. On peut aussi intégrer des groupes et des communautés. Donc, par exemple, sur Facebook, il y a quand même pas mal de groupes. Ça peut servir donc de 1, élargir le réseau, de 2, être un moyen de communication pour voilà, des offres, des lancements, des événements. Est-ce que j'en suis? Et donc voilà. OK. On va pouvoir passer à la slide suivante. Comment, donc ça, c'est ce qui illustre un peu mon propos précédent. Mes relations. Donc, dans un premier socle, on va avoir les collègues, les anciens camarades de promotion, les amis, vraiment un cercle proche. Et ces personnes-là ont elles-mêmes un cercle qu'on va pouvoir ajouter aussi. Donc là, par exemple, dans le cas d'un salarié de l'ADI, des collègues qui connaissent d'autres collègues, donc des membres de l'ADI, des entrepreneurs qu'on a pu rencontrer pendant des événements de l'ADI. En fait, il ne suffit pas de connaître extrêmement bien quelqu'un pour se créer une connexion sur LinkedIn avec. À partir du moment où il y a eu un échange, ça peut déjà constituer une connexion, une relation. Voilà, des porte-paroles de l'ADI, des salariés d'entreprise ou alors d'organismes qui sont partenaires à l'ADI. Tout ça, c'est ce qui va constituer votre réseau. Plus il est large, mieux c'est, évidemment. Ensuite, dans ce qui va concerner l'échange d'informations, donc là, on a un exemple plutôt sur Instagram. C'est une créatrice qui a lancé une marque de vêtements en soie. Là, pareil, on voit qu'elle a 2 comptes. Donc, elle va avoir un compte, comme on a vu tout à l'heure, entreprise, où elle va partager exclusivement des informations sur son entreprise, sur sa marque, sur ses événements, etc. Et son compte personnel qui, de temps en temps, va venir alimenter son compte d'entreprise parce que dans sa vie de tous les jours, eh bien, elle a une soirée où elle va décider de porter un vêtement de sa collection. Donc, ça permet de faire le pont entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. C'est pas c'est même pas que c'est pas utile, c'est que c'est pas recommandé sur son compte personnel de ne partager uniquement des informations sur l'entreprise ou sur votre marque ou votre projet. Pour ça, il y a votre compte professionnel d'entreprise. C'est important d'avoir une diversité et de retrouver ces informations un peu d'intimité, de partage de quotidien sur votre compte personnel. Sinon, ça fait sinon, c'est trop d'informations. En fait, ça fait un peu doublon avec le compte professionnel. Donc, il faut faire attention à ça. En termes de partage d'informations, veillez à partager des informations qui sont utiles. Chaque étape, chaque événement qui peut se passer dans votre projet ne mérite pas toujours d'être partagé. Il faut se focaliser sur voilà, un peu les gros événements, les choses qui, vous pensez, peuvent intéresser votre audience. Je ne sais pas, j'essaye de trouver un exemple. Vous avez une marque de vêtements, il y a une journée où vous allez chercher de la matière, du tissu dans un entrepôt. L'aller-retour pour aller chercher le tissu, il n'est peut-être pas
aussi intéressant que la phase de création où vous allez faire des croquis, où vous allez... Voilà, il faut essayer de valoriser les étapes qui méritent un peu plus d'intérêt. Hop, là, on va avoir un petit exemple. Donc, ça reflète aussi un peu ce que je disais précédemment en termes comment on peut dire ça, de vérification de contenu. Il va falloir faire attention à ce que le contenu soit correct. Donc, étant donné que c'est votre contenu, c'est votre image. Donc, vous êtes garant et c'est votre réputation qui est en jeu à travers votre contenu. Donc, toujours faire attention à ce qu'on dit, essayer de le mesurer un petit peu pour pas... un bad buzz, ça arrive vite. Vérifier que l'information qui est donnée, elle est utile. En termes de, voilà, vous avez envie de poster des photos, par exemple, d'un événement, faites attention à mettre des photos qui sont qualitatives, qui ne sont pas trop floues. Voilà, il faut faire attention à ce que la qualité des contenus ne nuise pas à votre image de marque. Un post sur les réseaux sociaux avec une photo qui est complètement floue, un texte avec des fautes d'orthographe, ça peut tout simplement décrédibiliser votre marque. Donc, il vaut mieux dans ce cas-là ne pas poster, attendre de faire d'autres photos qui sont plus qualitatives, de prendre un peu plus de temps, plutôt que de poster pour poster et en fait, à ce que ça nuise tout simplement votre image de marque. Pareil, si jamais vous faites des photos où il y a d'autres personnes qui sont sur la photo, étant donné que c'est un compte de marque et que c'est public, vérifiez bien d'avoir l'accord de la personne pour être publié sur votre compte. Là, on va retrouver des exemples qui sont un peu plus axés sur LinkedIn. Il y a des petites règles, entre guillemets, à respecter selon les réseaux où on va décider de faire du contenu. Par exemple, sur LinkedIn, là, on voit dans la première publication, donc voilà, on a un ton qui est un peu plus sérieux, avec donc un lien, on a le temps de lecture, avec une belle image, etc. Sur la deuxième publication, on peut voir donc que le texte est bien aéré, ça c'est important. Il ne faut pas que ça fasse un gros bloc. Quand on arrive sur LinkedIn et qu'on voit des textes qui font ça avec 15 lignes qui ne sont pas espacées, on n'a pas envie de lire. Il faut vraiment se mettre à la place de l'utilisateur et de se dire, est-ce que si j'étais un utilisateur X, j'aurais envie de lire mon texte? Donc là, le texte est aéré. La personne a mentionné les personnes... j'ai perdu le mot, concernées, les personnes concernées, la marque, le lieu, voilà, tout ça, ça va permettre de donner de la visibilité justement pour relayer un peu plus le contenu, ça va permettre d'envoyer une notification aux personnes concernées, donc ça va permettre de créer de l'interaction, ce qui, avec l'algorithme des réseaux sociaux, va faire remonter votre publication et donc va vous donner de la visibilité. Là, on est sur un ton un peu plus chaleureux. C'est pour une marque de boisson. Donc, la personne a mis une vidéo. Voilà, on voit les gens danser. Il y a de la bonne humeur, il y a de la motivation. C'est un truc un peu gamifié. Donc voilà, chacun sait un peu quelle est la tonalité à aborder selon votre marque. Hop, slide suivante. Donc, Sarah également, qui est une cliente Adi, qui a été financée il y a quelques temps et qui, elle, a une agence qui est dans l'événementiel. Et donc là, en fait, on va voir qu'elle utilise LinkedIn en termes de manière de communiquer. Elle va prendre des questions qui lui sont posées et elle va y répondre en vidéo. Ça permet déjà de faire du contenu, d'avoir un contenu qui est un peu différent et puis aussi en vidéo, ça marche bien parce que on voit la tête de la personne, donc ça crée un lien, ça crée la confiance. Voilà, c'est un peu plus dynamique, ça permet de répondre aux questions sans avoir une rafale de commentaires. Donc voilà, vous savez quel ton adapter en fonction de votre marque et en fonction de ce que vous voulez dégager en termes d'image de marque. Évidemment, il faut rester cohérent par rapport à ce que vous faites comme projet. Là, ça reprend ce que je disais, un profil vide sans publication n'est pas pris au sérieux. Donc, faites attention à créer votre profil quand vous êtes sûr d'avoir du contenu à publier.
Donc là, on a la même entrepreneuse Sarah qui, cette fois, donc on la retrouve sur TikTok. Et là, on a un ton qui est un peu plus amical, un peu plus intime, parce qu'on change de réseau. On passe de LinkedIn, qui est quand même très professionnel, à TikTok, qui est un peu plus divertissant, en fait. C'est clairement pas la même cible, c'est clairement pas la même façon de parler. Voilà, il y a une adaptation à faire en fonction du réseau sur lequel vous souhaitez communiquer. Et donc là, elle va répondre à des questions pareilles en vidéo, mais vous voyez, elle va peut-être utiliser un petit peu plus l'humour. Donc là, la vraie vie dans l'événement, on voit qu'elle est plus debout, en train de communiquer de manière un peu plus professionnelle. Elle est tranquille dans sa voiture, en train de rouler, et ça fait un peu comme une conversation en face à face, où elle regarde la caméra. On est dans sa voiture, on est dans une ambiance un peu plus intime. Voilà, c'est différentes manières de communiquer. Il y a une adaptation à faire. En termes de stratégie de contenu, je vais vous laisser peut-être 10-15 secondes pour écrire si vous avez des questions en commentaire et puis pour respirer de mon côté aussi un peu, parce que j'ai l'impression d'enchaîner depuis tout à l'heure. Allez, prends le relais 5 secondes, Sophia, c'était très clair. J'ai pu répondre à quelques questions dans le chat directement. Alors, pour te la faire courte, on a parlé au tout début, j'ai eu un petit débat chocolatine, pain au chocolat. Ah. Ensuite, on a parlé kidnapping, un petit peu moins fun pour quelqu'un qui avait mis des informations personnelles sur les réseaux sociaux. Donc, faites bien attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux et surtout protégez-le. Là, je viens de répondre à Asma. À Asma, n'importe quoi. Asma, c'était tout à l'heure il faut que je retrouve absolument, à Nathalie. Pour protéger ses contenus, photos notamment sur les réseaux sociaux. Alors, il y a 2 solutions. Soit vous pouvez utiliser des filigranes. Donc, du coup, c'est des petits logos, c'est des petites choses que vous pouvez mettre directement sur vos photos avec une opacité qui permet de ne pas toucher le contenu de la photo et qui permet quand même de faire apparaître votre marque, etc. Je pense que vous voyez ce que c'est. C'est quand vous trouvez des belles photos sur Internet, de temps en temps, il y a des petites choses qui apparaissent un petit peu en blanc dessus. C'est quelque chose qui permet de protéger votre contenu. Et sinon, je vous ai mis autre chose. Ça, c'est plus pour être en accord avec la RGPD, donc tout ce qui est sur les protections des données qui est géré par l'Union européenne. Faites systématiquement signer des documents de droit à l'image quand vous postez des photos de personnes qui apparaissent physiquement, je veux dire, sur un tel ou tel cliché qui est reconnaissable. Alors, dans la mesure du réalisable, si vous prenez une photo où il y a, je sais pas, 250 personnes, ce sera forcément pas possible. Mais quand c'est des personnes, on va dire, à taille humaine, à échelle humaine, donc peut-être dizaines de personnes, faites systématiquement signer des documents de droit à l'image, comme ça vous protège et ça protège aussi les personnes que vous avez en photo dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, j'avais une question sur l'engagement, de savoir si on allait parler dans cette petite webconférence de comment créer plus d'engagement sur ces posts. Alors là, les prochains sujets, on va parler plus de la stratégie de contenu, comme vous pouvez le voir, mais tout ce qui est lié à vraiment comment créer de l'engagement, c'est des choses que vous pouvez retrouver dans d'autres webconférences de l'ADI bien plus poussées que celles qu'on va vous présenter ici, dont une qui est centrée essentiellement sur le marketing digital. Et vous pouvez les retrouver, ces ateliers-là, ces formations-là gratuites dans les agences ADI les plus proches de chez vous. Je vous ai mis le lien un petit peu plus haut, sinon vous faites adi.org, rien de plus simple, nos ateliers, et vous vous déplacez, vous allez directement dans l'agence la plus proche de chez vous où elle est proposée. On essaie de les mettre régulièrement sur le site internet de l'ADI. Vous pouvez retrouver ça pour vraiment savoir comment créer de l'engagement. Cette formation, elle répond aussi à la question quel site internet créer en fonction de mon besoin. Donc, si j'ai besoin d'un site vitrine, si j'ai besoin d'un site de e-commerce, etc. Donc, n'hésitez pas à quand même regarder un petit peu dessus. Et j'avais une dernière question à laquelle je vais répondre de suite, qui parlait de LinkedIn ChatGPT. Effectivement, quand on utilise l'intelligence artificielle et donc ChatGPT, parce que c'est l'outil le plus connu et le plus utilisé actuellement, ça se voit directement sur les posts LinkedIn. Et pour la plupart du temps, la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'humain, il n'y a pas assez d'authenticité encore dans la manière dont traite votre ChatGPT, votre demande, etc. Donc, il peut avoir quelques codes de LinkedIn, il comprend l'algorithme, mais il n'y a pas assez d'humain. Donc, ce n'est pas du contenu qui va fonctionner directement. Ce que je peux vous conseiller, si vous tenez absolument à passer par ChatGPT ou une intelligence artificielle sur LinkedIn, c'est pourquoi pas de vous en servir comme base de travail, mais de la remodifier, de la remodeler
un petit peu comme vous voulez le faire pour mettre le côté humain, ce qui touche en fait votre entreprise. Vous êtes le seul à pouvoir savoir ce qu'il faut mettre dedans, etc. Donc voilà, servez-vous plus de l'intelligence artificielle comme d'une base de travail, comme d'un assistant, plutôt que de quelque chose qui va tout faire clé en main et après vous pouvez diffuser. Parce que bien souvent, et on le voit sur LinkedIn, et je pense que vous le voyez aussi, mais ça saute aux yeux et bien souvent ça marche pas. Et Sophia, je te rends la parole, je continue de répondre à vos questions et j'en prends quelques-unes pour y répondre à la fin. Super, merci beaucoup Paul. Et bah, du coup, on va enchaîner sur la stratégie de contenu. Ça fait un peu écho, c'est un peu un parallèle avec justement cette question sur l'engagement. Chaque réseau social a un algorithme qui le fait fonctionner. C'est mieux de le connaître. Après, ces algorithmes changent assez régulièrement. Il me semble que c'est tous les 6 mois environ, les algorithmes sont changés. Donc voilà, tous les 6 mois, vous pouvez vous faire une petite recherche sur comment fonctionne l'algorithme TikTok, Facebook, Instagram, et vous réadaptez votre stratégie en fonction de cet algorithme. En tout cas, ce qui reste à peu près identique malgré ces mises à jour d'algorithmes, c'est que les premières secondes, les premières minutes de vos posts, ça va être un peu les minutes les plus importantes, où en fait, le réseau va regarder, l'algorithme va voir ce qui se passe sur votre publication sur les 3 premières minutes. S'il ne se passe rien, l'algorithme décide que c'est une publication qui n'est pas très engageante et donc du coup, elle va être poussée à moins de personnes. Ce qui peut être une bonne stratégie pour contrer un peu ça et pour justement booster un peu la publication quand elle vient d'être publiée, c'est de vous créer un petit groupe sur WhatsApp, sur Instagram, n'importe, avec vos proches dedans, de la famille, des amis. Et au moment où vous faites de temps en temps une publication, vous envoyez un petit message, coucou, je viens de publier ça, est-ce que voilà, vous pouvez aller mettre un petit like, un petit commentaire, ce qui va permettre d'alimenter pendant les premières secondes, les premières minutes la publication. Bon, voilà, ça prend à peu près 1 minute 30 et ça permet à l'algorithme de traduire votre publication comme quelque chose qui marche bien et donc du coup de la pousser à un plus large public. Donc voilà, si vous avez des gens de confiance, un petit groupe, vous pouvez vous créer ce petit groupe et ça aide un peu à contrer ce truc des premières minutes un peu fatidiques de la publication. Il y a également une hiérarchie dans les interactions qu'on peut avoir avec la publication. Donc avec une publication, on peut liker, on peut faire un commentaire, on peut la partager, on peut la republier. Le like étant l'interaction qui a le moins de points, entre guillemets, sur la façon dont l'algorithme fonctionne. Sophia, Un commentaire. Sophia, je me Ouais, permets ouais. de couper 5 secondes, je suis désolé. Je vois plusieurs commentaires pour dire que c'est écrit en trop petit. On vous enverra le support juste après. Sophia va vous Oui. dire donc, du coup à voix haute justement ce qui a marqué, comment fonctionnent ces algorithmes-là. Mais tous ces supports-là, il y a énormément d'informations. C'est bien que vous puissiez les lire après coup. Voilà. Oui, absolument. Oui, c'est vrai que là, c'est écrit en petit. Honnêtement, même moi, je ne vois pas ce qui est écrit dessus. Et pourtant, c'est sur mon PC en plus gros. Et vous pouvez, je crois, agrandir un tout petit peu l'image si vous avez une fenêtre qui vous permet d'agrandir ou pas le chat. Si vous réduisez un petit peu le chat, peut-être que vous pouvez agrandir un petit peu l'écran, je pense. Mais dans tous les cas, vous aurez le support après, donc pas de panique. Alors, attends, j'ai perdu ma page. Qu'est-ce que c'est? J'ai perdu ma fenêtre. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvée. Tu étais sur les algorithmes. Ouais, j'étais sur… Non, mais la fenêtre est partie quelque part loin dans mon PC. Du coup, tout à fait, les algorithmes. Donc oui, il y a une petite hiérarchie en termes d'interaction. Quand on va mettre en favori, on va republier, on va commenter, il va y avoir un vrai engagement qui vaut plus qu'un like. C'est vrai que maintenant, les likes, ils valent presque plus grand-chose. Donc, plus l'interaction demande de l'investissement, plus elle vaut de points selon l'algorithme. Donc voilà, ça, c'est des documents qui seront partagés. Si je passe alors la slide suivante, on va
surtout parler de cohérence de contenu. Pour faire simple, soyez tout simplement cohérent dans le contenu et partagez des informations qui évidemment sont en lien avec ce que vous faites. Là, on a un premier exemple à gauche d'une cardiologue, si je ne me trompe pas. Ouais, une cardiologue au CHU de Lille qui, du coup, va partager des informations, voilà, des diagnostics, des études, enfin des conseils pour prendre soin de son cœur. Donc forcément, des contenus qui sont en rapport avec votre activité. À droite, on a donc une correctrice en freelance qui, pareil, a décidé d'axer son contenu sur la correction. Donc, c'est un peu une sorte de sniper de fautes d'orthographe où elle va repérer les fautes. Alors, on n'est pas non plus sur jeter la pierre aux gens qui font des fautes, c'est pas l'idée. Mais voilà, elle axe un petit peu ses infos autour de ça. Slide suivante. Des petits codes rédactionnels, voilà, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, faire des sauts de ligne, on espace. On veut des textes qui soient lisibles. Parfois, on lit un peu les textes de travers, donc on ne va pas aller regarder toutes les lignes. On va essayer de choper les informations les plus importantes. Donc voilà, plus c'est aéré, plus c'est lisible, plus on va le lire jusqu'au bout. On peut utiliser aussi des petites puces ou des numéros. Quand on a un listing à faire, on n'est pas obligé de faire une phrase avec 14 virgules et 14 exemples. On peut faire des petites puces, ça aide à lire, ça aide à structurer un peu le texte. On peut utiliser aussi beaucoup des emojis. Voilà, ça permet de diversifier un peu le texte, d'apporter un peu d'exemples illustratifs visuels pour alimenter vos idées. En termes de liens, parfois, vous allez vouloir partager des liens. Je ne sais pas si vous faites un événement, il y a le lien de votre page internet avec l'événement. Les réseaux sociaux n'aiment pas quand on fait sortir l'utilisateur de ce réseau. Par exemple, je suis sur LinkedIn, je regarde une publication, ah tiens, il y a un événement qui m'intéresse, il y a le lien, je vais cliquer sur le lien, ça me fait sortir de LinkedIn. Évidemment, les réseaux veulent qu'on reste le plus longtemps dessus. Donc, les liens, on évite de les mettre le plus possible dans les publications. On peut les mettre plutôt dans les commentaires. On attend qu'une première personne commente, parce que pour l'algorithme, c'est mieux si le LinkedIn voit que tu es le premier à commenter ta propre publication, il kiffe un peu moins. On attend qu'il y ait un premier commentaire et on va répondre avec le lien de l'événement dans le commentaire. Donc, ça va permettre déjà de susciter de l'interaction. On peut poser une question à la fin d'un texte. Ça répond aussi à la question de comment obtenir de l'engagement dans ces publications. Si vous posez une question à la fin de votre texte, on peut toujours trouver une petite question à poser, même si vous voulez partager, je ne sais pas, vous êtes restaurateur, voilà, vous voulez partager un nouveau menu que vous avez mis en place. Ah bah tiens, c'est quoi ta partie préférée du menu? Les gens aiment bien donner leur avis de manière générale. Donc, en fait, ça va créer des commentaires. Ah bah tiens, moi j'aime bien le dessert. Ah bah tiens, moi j'aime bien cette entrée, etc. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de vos posts. Ça permet aux gens de donner leur avis, de créer de l'interaction et donc de booster l'algorithme de la publication. Voilà, n'hésitez pas à taguer aussi les gens dans vos publications. Donc, je ne sais pas, vous ouvrez un resto au cœur d'une ville, taguez la ville, taguez peut-être l'office de tourisme, des choses comme ça, ce qui va vous permettre, déjà, ces structures-là vont voir votre post, vont interagir avec, ça peut créer du lien, ça peut donner aussi un peu de crédibilité. Donc voilà, et puis on n'oublie pas aussi les hashtags qui sont propres à chaque réseau. Ça, prenez 5 minutes aussi pour vous renseigner quel hashtag est le plus performant par rapport à tel réseau. Je sais que sur TikTok, par exemple, le hashtag viral marche bien, le hashtag FYP marche bien, ce qui veut dire For You Page, c'est ce qui va vous mettre dans une page particulière qui propose beaucoup de contenu à des gens. Donc, ça vous fait une sorte de vitrine. Et puis, de mettre des hashtags tout simplement avec des mots-clés qui sont en lien avec votre activité, avec l'information que vous êtes en train de donner. En termes ça, c'est un peu, on en a un peu déjà parlé, mais voilà, il faut publier assez régulièrement. Alors, selon le réseau,
Vous n'êtes pas non plus obligé de publier tous les jours. C'est bien d'avoir une petite intervalle pour pas non plus prendre toute la place et devenir quelque chose de trop. Quand on voit trop d'informations sur quelque chose, ça peut avoir aussi l'effet inverse. Mais il faut quand même avoir une certaine régularité dans les publications. À peu près 3 fois par semaine, je sais que ça reste un bon taux de publication. Ça aère un peu, ça laisse de l'espace et en même temps, ça permet aux gens de vous voir de manière régulière et du coup de rester un peu en tête quand même. Partager des contenus qui apprennent quelque chose, vaut mieux attendre quelques jours de plus et partager un vrai contenu qui a une vraie valeur ajoutée plutôt que de partager tout et n'importe quoi juste histoire de partager. Et après, également partager des images, des vidéos, toujours veiller à ce que la qualité soit bien, des gifs. Il y a plus d'engagement en fait quand le contenu est visuel. On a plus envie de rester jusqu'au bout. Voilà, ça c'est juste comment on dit, psychologique. Vous pouvez du coup pour tout ça vous constituer une petite routine journalière. Celle-ci prend 30 minutes. Vous pouvez aussi l'ajuster en fonction de vos dispos, vos envies, votre énergie. Mais c'est bien tous les matins de se connecter donc sur les réseaux sociaux. Bon, la plupart des gens le font de manière naturelle, hein. En fait, maintenant, la connexion sur les réseaux, c'est devenu une partie intégrante du quotidien de beaucoup de gens. On l'a vu dans la première slide, c'est quand même 75% des Français. Ma grand-mère aussi va sur les réseaux tous les jours, quoi. Donc, bon. Donc, on peut pendant 10 minutes se connecter sur les réseaux sociaux juste pour s'informer, voir un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Ça peut être aussi un espace pour programmer ses publications. Maintenant, certains réseaux, quasiment tous d'ailleurs, je crois, excepté TikTok. Il me semble que TikTok ne le fait pas, à revérifier. Mais vous pouvez programmer vos publications. Par exemple, vous avez envie de publier une photo pour midi, mais vous savez qu'à midi, vous n'allez pas être dispo sur votre téléphone. Vous pouvez la programmer en avance, vous mettez la photo, vous rédigez le texte, et si vous descendez dans les paramètres, il y a des outils qui permettent de programmer en avance. Vous choisissez le jour et l'heure. Et ça permet de lâcher la publication au moment où vous l'avez décidé, sans que vous ayez besoin d'être sur votre téléphone. Vous pouvez également profiter de ce temps-là pour chercher des nouvelles connexions, donc voir un peu les personnes qui sont dans le même secteur que vous, qui ont fait le même parcours que vous, qui sont dans la même région. Donc voilà, en profiter pour se créer des connexions et entretenir également ces relations. Alors, on attend des autres qu'il y ait de l'engagement et des interactions sur notre contenu. C'est important de faire la même chose pour aussi rappeler aux autres hey, coucou, je suis là, m'oublie pas. Mon compte est là, il est actif. Tiens, j'ai bien vu que tu avais changé de poste, félicitations. C'est important d'entretenir et de nourrir aussi ces relations. Donc, voilà, d'interagir avec d'autres posts en likant, en faisant des commentaires. Voilà. Eh bien, il me semble qu'on a terminé. Paul, je vais te laisser. Enfin, non, je ne sais même pas s'il y a besoin vraiment de parler là-dessus. Vous avez le QR code. Ouais, Paul, allez, je te. Oui, non, parfait. Merci beaucoup, Sophia. J'ai quelques petites questions, mais juste avant, la slide qu'on vous présente là, c'est si vous avez besoin d'un financement, d'un accompagnement ou d'une assurance pour vous lancer ou développer votre entreprise, votre activité. Vous pouvez flasher le QR code dès maintenant, prendre rendez-vous par téléphone, c'est un numéro gratuit, évidemment, et vous déplacer en agence dans la plus proche de chez vous une fois que vous avez ce rendez-vous. Sachez qu'on a des permanences un petit peu partout aussi sur le territoire. Sophia, j'ai quelques petites questions. Stéphanie me demandait si tu pouvais réexpliquer ce que tu voulais dire quand tu disais qu'il faut créer un petit groupe d'amis sur WhatsApp pour tester une publication. Oui. Alors, ça, tout simplement, c'est par exemple, si vous avez un cercle, je ne sais pas, des amis proches, la famille, ça peut être une bonne chose de créer un petit groupe. Vous allez mettre, voilà, papa, maman, la meilleure amie, le copain, la copine, n'importe. Ce qui va vous permettre de vous créer une petite base d'interaction quasi directe avec vos posts. Par exemple,
je sais pas, vous avez donc votre page Instagram où vous faites de la couture, vous faites des petites pochettes. Je fais un post, il part à midi. Étant donné que les premières minutes, juste après le post que vous allez faire sont très importantes et que en fait, si pendant 10 minutes, il y a qu'une personne qui voit votre publication et il y a qu'un like, Instagram va se dire: «Bon, elle marche pas très bien, on la pousse pas trop cette publication, on coupe un peu la visibilité». L'intérêt avec le fait d'avoir un petit groupe d'amis sur lequel donc vous postez votre publication, vous envoyez un message, tiens, je viens de faire cette publication, vous envoyez le lien de la publication et vous dites, est-ce que voilà, vous pouvez commenter, est-ce que vous pouvez interagir un petit peu rapidement et puis comme ça, ou alors même vous prévenez en avance, bon, dans 5 minutes, je vais poster, hop, je vous envoie le lien et puis vous mettez un commentaire. Ça permet de remplir les premières minutes avec le plus d'interactions possible. Et donc, même si, par exemple, vous avez que 4 ou 5 personnes dans ce petit groupe, en fait, ça va être 4 ou 5 likes et commentaires qui vont venir attaquer les premières minutes du post. Ce qui fait que, comme va y avoir beaucoup d'interactions au début du post, Instagram va faire partir la publication sur beaucoup de visibilité. Il va se dire, ah ouais, ça fait que 6 minutes que le post il est publié, je vois qu'il y a déjà 4 commentaires, ok, ça marche super bien, je vais la pousser à beaucoup de personnes. C'est ce petit groupe-là, ça va un peu être votre tremplin de visibilité. Est-ce que c'est plus clair? Oui, tu as même la réponse. Merci d'avoir expliqué de nouveau. J'ai compris cette fois-ci. Super, merci. Avant de prendre une autre question, j'ai vu. Merci Sophia, c'était super intéressant et très utile. Moi qui n'y connais rien des réseaux sociaux. Déjà, c'est très gentil. Merci Marie. Et très honnêtement, c'est un outil qui est en perpétuelle évolution. C'est pour ça que ça nous oblige à faire une veille permanente. C'est pas pour rien s'il y a des personnes qui sont spécialisées sur ce milieu-là. C'est un métier d'être community manager, par exemple, qui prend énormément de temps parce que il y a énormément de nouvelles choses, etc. Sur plein de nouveaux réseaux sociaux, des anciens et des nouveaux qui arrivent aussi, et plus tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc, voilà, ça demande une petite flexibilité, mais c'est important quand même de suivre voilà les changements et les évolutions sur les réseaux sociaux. Sophia, j'avais une autre question. C'était une question relative aux emojis dans les publications. Stop ou encore, en gros. Et si c'est encore, à quelle dose utiliser les emojis, s'il te plaît? À quelle dose utiliser les emojis? Alors, les emojis dans les publications, c'est oui. Après, en effet, on évite les pavés d'emojis, ça sert à rien. L'emoji, ce qui est bien, c'est que le cerveau aime bien mettre un visuel sur des mots. On aime bien avoir une image qui va refléter un mot. Après, je veux dire de manière aussi très basique, l'emoji, c'est de la couleur. Dans un texte, un peu de petites pastilles de couleur à droite, à gauche, ça fait du bien au cerveau et ça aide à lire. Donc les emojis, c'est oui. On n'est pas obligé d'en mettre à chaque phrase. De temps en temps. J'ai pas de chiffre en particulier. De toute façon, une publication, elle fait pas 3 pages non plus parce que ça, personne le lit. Donc sur quelques lignes, on peut en mettre 3, 4 en tout, dans tout le texte, je veux dire. Voilà, pas à chaque ligne, je dirais, tout simplement. Pas à chaque ligne, pas besoin d'en mettre 15 d'affilée non plus, avec parcimonie. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue, mais voilà. Sophia, tu as énormément de super gentils commentaires. Merci Sophia, Ah, professionnalisme. je les vois pas, c'est tellement triste. Sophia est pointue. Arrêtez de lui dire des trucs, alors en fait. Tous les merci. Mais non, Paul, tu notes tout et tu me fais un récap après. Sophia, alors là, tu m'as lancé. Merci Sophia, etc. J'espère avoir répondu, on espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Si on peut aller juste sur la slide suivante, Sophia. Ah, pardon. J'ai eu 2 merci Paul, ça y est, c'est merci vous 2. Voilà, tu vois. Tout le monde va croire que j'ai fait ça pour avoir du merci. Pas du tout. Sophia la star, évidemment. On tenait aussi à vous dire que vous pouvez suivre les pages Facebook de l'ADI les plus proches de chez vous. Je fais un petit peu la promotion de là où je suis, mais du coup en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi ailleurs, en Île-de-France, en Guadeloupe, en Bretagne, etc. Il y a plein de promotions de personnes que l'ADI soutient. Ça peut être très intéressant, des personnes très inspirantes.
Vous tapez tout simplement sur Facebook Adi Guadeloupe, par exemple, et vous tombez sur la page régionale. Vous découvrez des ateliers à proximité de chez vous. On est pendant une semaine de campagne, comme je le disais au tout début. Il y a trop de commentaires, il y a tout qui défile. Il y a plein d'événements gratuits qui sont organisés à côté de chez vous. J'ai vu du Marseille là tout à l'heure. J'aurai l'occasion de me déplacer sur un atelier à Marseille tout à l'heure aussi. Donc, si on a l'occasion de se croiser en vrai, ce serait vraiment avec plaisir. Tu peux le tuer, je t'aime, n'importe quoi. Je n'ai rien vu. Et vous n'êtes qu'un clic de l'entrepreneuriat local, évidemment, en passant par l'ADI ou quoi que ce soit. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de présenter cette petite webconférence avec Sophia. C'était une première pour nous deux et on espère que ça s'est très, très bien passé. Donc, n'hésitez pas à contacter l'ADI sur le site internet ou via les réseaux sociaux ou à vous déplacer en vrai. Mais voilà, foncez. On a 35 ans d'existence, on n'est pas encore assez connu. Donc, même si vous avez découvert l'ADI avec cette petite visio-là, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Voilà, on est là, on existe et on est là pour vous et on ne bougera pas. Tant que vous avez besoin de nous, on sera là. Voilà. Ah, le replay, il y a un replay aussi. Oui, Est-ce qu'on l'a dit ça? Oui, il y aura j'ai tout dit. Normalement, j'ai répondu à tout en commentaire. Okay. Belle journée. Où trouver les hashtags qui marchent suivant le réseau social? Le mieux, c'est de scroller, de vérifier un petit peu sur les publications et de vous emparer de sujets qui peuvent vous concerner. Il n'y a pas de vérité absolue sur les hashtags. Vous allez voir que sur Instagram, par exemple, il y en a où il y a énormément de personnes qui l'utilisent, qui sont citées, etc. Mais en fait, ils ne servent pas nécessairement. Voilà, ce n'est pas forcément sur cela qu'il faut se positionner. Donc, c'est un petit effort de veille à faire aussi sur ça. Voilà. Quel budget à consacrer aux réseaux sociaux? Ça dépend de votre cible, de vos moyens et évidemment du réseau social sur lequel vous vous situez. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de sponsorisation. Oui, mais il y a des formations plutôt axées marketing digital, ce que je disais. Voilà. Super. Quelques infos sur les concours. Les concours sur réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut trouver le replay, nous dit Ninon? Sur YouTube, je crois, Sophia. Hein. Il sera mis en ligne sur YouTube. Oui, hein. Absolument. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'attends la réponse pour répondre sur les jeux concours. La question de Tiffen. Ça sera envoyé par mail aussi, non? Oui, je crois qu'il sera envoyé par mail. Il me semble. Je l'ai dit au début de la visio, il me semble qu'il sera envoyé par mail. On le reçoit par mail aussi, oui, tout à fait. Utilisez les commentaires des questions RS pour faire plus de contenu. Carrément, de l'engagement. Quel réseau privilégié pour un artiste qui souhaiterait faire connaître ses œuvres? Visuelles, moi, j'aurais tendance à dire Instagram, TikTok, mais je vais laisser Sophia répondre. Ouais, je suis assez d'accord. Instagram, TikTok marche bien. Ce qui est, alors, on n'a pas trop de précision. Artiste de quel type, c'est quoi comme type d'art? Mais TikTok marche assez bien. Pinterest aussi, effectivement, pour les visuels, ça marche bien. Pinterest, faire attention parce qu'il y a pas mal de plagiat via Pinterest. Donc, pareil, comme Paul a dit, pensez à bien mettre le petit filigrane, on dit, petit filigrane. Voilà, et oui, sur TikTok, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire pas mal de contenu visuel. Il y a énormément d'artistes sur TikTok qui surfent sur des trends. Ce qui est bien avec TikTok, c'est qu'on a beaucoup de trends qui sont proposés, qui se renouvellent assez souvent et qui permettent de mettre en lumière notre travail, que ce soit de la pâtisserie, du dessin, du tatouage, n'importe. TikTok, c'est un très, très bon réseau pour tout ce qui est art. Instagram également, en vérité. Instagram s'inspire de TikTok, donc essaye de pousser au maximum les vidéos. Et TikTok s'inspire d'Instagram, donc essaye de pousser au maximum les photos. Ce qui fait que vous pouvez mettre des photos et des vidéos sur les deux réseaux. Mais Instagram, TikTok, ouais. Non, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'est bon, j'ai fini. Ah bah, super. Et j'ai une dernière question, peut-être, c'est le prolongement de ça. On nous demande si Pinterest, c'est intéressant à ton sens ou pas pour des activités visuelles artistiques. Pinterest. Alors, je me prononcerai pas à 100% parce que je suis pas sûre à 100%, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Pinterest, c'est quand même beaucoup utilisé comme un catalogue, en fait, pour faire comme un mood board. On utilise quand même pas mal Pinterest pour se créer un peu des images avec des ambiances de choses qu'on aime bien. Maintenant, je mettrai pas ma main à couper sur le fait que, en trouvant quelque chose qui nous plaît sur Pinterest,
on va essayer de trouver, de retracer un peu d'où ce truc vient. Je sais pas si c'est le meilleur canal. Alors, je pense que c'est une bonne vitrine. Maintenant, pour faire de la vente, je garderai quand même beaucoup TikTok et Instagram. Ça peut être une bonne vitrine, mais ouais, je sais pas si c'est poussé, sur l'aspect commercial. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est plus une source d'inspiration, Pinterest. Ouais, j'avais aussi cette utilisation-là. Plus pour c'est les épingler, c'est ça? Pour faire les Ouais. questions et tout. Ouais. J'ai dit que c'était la dernière question. Est-ce que j'en prends une dernière? Allez, une dernière. Allez, la dernière des dernières. Pour la vente des équipements industriels, quel est le réseau social le plus performant, nous demande Marcel. Pourquoi? Pour la vente de quoi? Des équipements industriels, quel est le réseau social, pardon, le plus performant? Moi, je dirais Facebook. Je dirais Facebook, mais enfin, ça dépend de la cible. Pour s'adresser aux clients, donc du coup, plus Facebook, je pense. Mais après, pour tout ce qui est équipement industriel, si c'est pour s'adresser à des chefs d'entreprise, etc., potentiellement plus LinkedIn. Mais je te laisse répondre, Sophia. Je suis assez d'accord. J'ai pas, ouais, j'ai pas un avis très prononcé dessus. Je saurais pas trop dire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Paul. Eh bien, c'est parfait. Est-ce qu'on a une dernière slide? Est-ce qu'on a une dernière slide? Ah, attends, Suspense. je suis plus sur le truc. Je me remets dessus. Où est-ce que c'est? Hop. Merci pour votre attention. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir conclure. N'hésitez pas juste à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Privilégiez les réseaux sociaux de l'ADI au niveau national pour ce qui est TikTok, etc., Instagram. Et sur nos réseaux sociaux locaux en région pour Facebook, etc., pour avoir de l'info locale qui puisse vous intéresser. Merci à toutes et tous pour votre attention, pour votre gentillesse et votre bienveillance à notre égard. Et on vous dit à très vite à l'ADI. Merci beaucoup. À très vite et bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.